Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser dans l'espace commentaire ton avis sur cette vidéo et sur ma chaîne. L'arrivée de Neymar à Barcelone est ironiquement l'un des transferts qui a le plus affecté la politique de recrutement de son rival, le Real Madrid. Le club de la capitale suivait Neymar depuis des années, l'avait invité à ses 13 ans pendant 3 semaines pour visiter la ville et les installations du club, lui avait organisé une petite session avec certains joueurs du club comme Zidane ou Robinho, avait obtenu 2 accords différents au cours des années qui ont suivi pour qu'il les rejoigne, mais le père de Neymar a joué avec cette offre et a permis à son fils de rejoindre le club ennemi, Barcelone. C'est à partir de cet échec que le Real Madrid change de stratégie sur le mercato. L'objectif n'est plus d'acquérir les meilleurs joueurs européens, l'idée est d'attirer les plus grands talents européens avant leur explosion aux yeux du monde et les faire grandir au sein du club. Une stratégie totalement différente qui demandera un changement dans l'organigramme du club. Depuis quelques années, l'homme en charge des transferts s'appelle José Ángel Sánchez, un génie du marketing, ancien dirigeant de Sega qui a accompagné Florentino Pérez tout au long de son règne. Il est son bras droit, celui qui a permis l'explosion des revenus du Real au début des années 2000, qui a grimpé les échelons pour devenir le directeur général du club et a profité des mauvaises relations entre Valdano et Mourinho pour obtenir du pouvoir dans le sportif. Travaillant depuis Valdebebas, il s'est rapidement impliqué dans le sportif, a profité de ses relations avec Mendes lors des négociations pour CR7, mais est surtout l'homme derrière l'arrivée de David Beckham au Real. Sa compréhension du marché des transferts a été clé dans le dossier. Il a compris que Beckham était plus qu'un joueur de foot, il était une égérie, n'apportant pas seulement ses qualités footballistiques mais aussi sa portée médiatique, pouvant apporter énormément au Real, surtout dans la conquête du marché asiatique. Bien aidé d'ailleurs par la pré-saison de l'effectif dans cette région du monde. Mais vers 2013, le changement de stratégie signifie que le club ne doit plus seulement savoir négocier, mais doit aussi savoir détecter les plus belles promesses du football mondial. L'obsession de Pérez force un renforcement du scouting dans les pays sud-américains, puisque si le club a raté Neymar, il est hors de question de rater son successeur. 2 idées claires se dégagent alors dans les directives du mercato des années qui suivent. L'intégration de talents internationaux et l'apport de joueurs espagnols dans la rotation en espérant reprendre de l'importance dans la sélection du pays. Pendant des années, le club a poncé le marché sud-américain pour y récupérer les meilleurs talents attractifs peu chers. Sur les nombreuses arrivées, 3 ont totalement convaincu. Pour beaucoup, cela ressemble à un échec. Mais que ce soit sportivement ou financièrement, le club a su s'en sortir grandi. Les joueurs qui échouent restent attractifs, sont estampillés Real, ont même réussi une plus-value sur leur valeur originale, et les 3 réussites ont permis au club d'obtenir les résultats sportifs attendus à leur arrivée. Malheureusement, depuis les années 2010, la situation a changé. Les clubs sud-américains ont compris l'importance du marché des jeunes, ont compris leur attractivité, et font tout pour l'exploiter au maximum. Dans le même temps, la concurrence européenne se fait de plus en plus forte dans ces régions, permettant aux joueurs et aux clubs d'obtenir encore plus d'argent pour des jeunes qui n'ont pour la plupart pas eu de temps de jeu pour prouver. Une augmentation qui n'égale pas les sommes à dépenser pour obtenir un top joueur mondial. La dernière Ligue des Champions est une confirmation que le club est tout de même sur la bonne voie, mais surtout qu'il a eu raison d'écouter un certain homme, Juni Calafate. Avec José Manuel Sánchez et Florentino Pérez, ils forment le trio de tête du recrutement du Real. Espagnol ayant grandi au Brésil, Juni est un ancien consultant télé qui a réussi à entrer dans le cercle fermé du Real grâce à ses connaissances et ses compétences. Il est un expert du football sud-américain, un homme intelligent qui a su jouer ses cartes pour obtenir de plus en plus de pouvoir dans la stratégie mercato du club. D'abord chargé du recrutement pour la Castilla, il est vite rentré dans la cour des grands et a tout de suite montré au monde ses grands talents dans le scouting. Avec son équipe, ils excellent dans la compréhension des qualités d'un joueur, dans l'analyse de son talent, mais surtout dans sa capacité à s'intégrer dans un club qui demande autant de choses à de jeunes joueurs comme le Real. Il est très bon pour plébisciter son projet, très proche des parents et des agents de joueurs qu'il suit souvent pendant des années. Son objectif est de présenter un plan de carrière clair et précis, à montrer pourquoi le Real est le club parfait pour le joueur, pour le jeune. Si les montants sont énormes, son talent est représenté dans l'équipe actuelle du Real. Il est l'homme derrière le recrutement de Casemiro, Federico, Valverde, Vinicius Junior, Eder Militao, Rodrigo Goes, Reiner, et même des talents européens comme Camavinga, Tchouaméni ou Brahim Diaz, qu'il a attiré après être devenu le chef du recrutement du club. Le Real est un environnement avec des exigences fortes, des attentes de résultats constantes, et le travail de Calafate est de trouver de jeunes joueurs qui sauront profiter de cet environnement pour grandir et performer malgré la pression. Récemment, le club a dû mettre cette stratégie de côté pour plusieurs raisons. Florentino Pérez a bien expliqué que le Covid avait frappé durement les finances du club, beaucoup de sacrifices ont été faits pour mettre de l'ordre, mais surtout pour préparer l'arrivée de Kylian Mbappé. Stratégiquement, il était la recrue parfaite. La nouvelle égérie du club, la nouvelle étoile marketing, un homme qui pouvait représenter le Real pendant les 10 prochaines années, mais sa prolongation a mis un terme au rêve de Pérez, en tout cas pour l'instant. La seconde explication se trouve dans les règlements de la Ligue. Avec Militao, Rodrigo et Vinicius Junior, le Real s'est retrouvé avec 3 extra-communautaires et ne pouvait en rajouter d'autres. La loi est claire, pour qu'un citoyen brésilien obtienne la double nationalité espagnole, il doit attendre 3 ans environ, soit 2 années en tant que résident du pays et une 3e année de paperasse et de procédure légale. Vinicius est arrivé en juillet 2018, la procédure a donc démarré en juillet 2020. L'objectif était de laisser sa place à Takefusa Kubo en juillet 2021, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Avec le Covid, les procédures ont pris du retard, celle de Vinicius s'est perdue au milieu d'un tas d'autres.
et son passeport espagnol lui aura été remis qu'en septembre 2022, une situation qui a forcé le club à se séparer de Kubo. Depuis peu, Rodrigo et Militao ont aussi obtenu leur passeport, et c'est ce changement dans l'effectif qui relance les travaux de Juni dans la recherche de nouveaux talents à intégrer dans l'effectif. En milieu d'année, le club avait su passer devant l'Atlético pour signer Vinicius Tobias, un latéral droit prometteur en prêt de 2 ans, avec une option à 18 millions, montrant que le club savait déjà que la situation allait se débloquer. Reste donc 2 places dans l'effectif, et pour en couvrir une des deux, l'objectif de Calafate s'appelle Hendrik. À 15 ans, il devient le centre d'attention des médias en permettant à Palmeiras de gagner sa première Copinha, une compétition U20 où il finit le meilleur joueur en étant pourtant l'un des plus jeunes joueurs à jouer. En France, pas mal le découvrent lors du tournoi Montaigu, où là encore il est ébloui par son talent, remportant la compétition en étant là encore élu meilleur joueur. Une cote grandissante qui a forcément attiré les scouts européens et qui lui offre aujourd'hui une énorme exposition médiatique mondiale malgré son jeune âge. De son mètre 72, il est un avant-centre redoutable qui malgré un petit gabarit possède énormément de force et d'agilité, expliquant comment il réussit à exceller même en étant systématiquement surclassé. Un joueur dominant avec un pied gauche létal, extrêmement intéressant devant les cages, ses coachs en jeunes ont rapidement détecté ses points forts et l'ont forcé à améliorer son pied droit, un atout que l'on a vu lors du tournoi Montaigu contre l'Angleterre. Un joueur techniquement doué, capable de percer balle au pied, très calme et surtout très direct. Il est très actif sur le terrain, très enclin à presser son vis-à-vis pour forcer l'erreur, ou très fort dans ses courses sans ballon pour se créer de l'espace, ou ancré pour ses coéquipiers. Il est obsédé par le but, pied droit comme pied gauche, mais aussi de la tête, où malgré sa petite taille, il reste une menace à ne pas sous-estimer. Bref, il est un petit monstre, très intelligent et très mature sur le terrain, mais aussi en dehors. Victime comme beaucoup au Brésil des conditions de vie à la pauvreté extrême, il a grandi dans l'idée de devenir un pilier pour sa famille, et a rapidement dû grandir pour prendre en charge sa vie. Il a connu la faim, la vraie faim, et c'est son talent et ses performances qui lui ont offert la stabilité dans sa vie. Lorsqu'il signe à Palmeiras en jeune, il obtient dans le même temps un appartement pour sa famille et un emploi sanitaire pour son père. Palmeiras a soutenu son jeune joueur, l'un des joueurs a même payé pour ses soins médicaux pour la famille, et ce sont ces difficultés dans sa jeune vie qui ont fait un acharné de travail avec une mentalité exceptionnelle. Depuis, pas mal de choses ont changé. Hendrik est passé pro 3 jours après son 16e anniversaire, est devenu l'un des plus jeunes débutants de l'histoire du club, un des plus jeunes buteurs de l'histoire du club en championnat, et le tout en voyant sa cote continuer de grimper. Palmeiras a inclus une clause de 60 millions dans son contrat comme assurance, le Real et le PSG vont se mener une guerre jusqu'à ses 18 ans pour l'attirer, et pour l'instant, le Real semble en pole position, puisque Vinicius et lui ont le même agent, et que Calafate est en relation avec toutes les parties. Il y a encore une place d'extra communautaire même avec l'arrivée d'Hendrik, d'autres joueurs du Brésil devraient être étudiés, comme Matheus Nascimento. Hendrik débarquerait au Real dans ses 18 ans, dans 2 ans donc, Benzema en aura 37, et la clause de départ d'Haaland sera activable. Une situation qui sera très intéressante à suivre.